Bonjour, chers téléspectateurs. Notre invitée aujourd'hui est Madame Isabelle Santiago, députée de Val-de-Marne. Merci et merci pour avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Vous avez récemment visité l'Arménie et l'Artsakh. Oui. Pouvez-vous nous expliquer et décrire avec quelle délégation vous avez parti, quand et pour quelle mission? D'accord. Alors écoutez, c'est très simple. En fait, ça se voit à l'aube d'une dynamique, on va dire, en France. Donc, du coup, je suis partie avec une délégation du Parti socialiste, avec Jean-Marc Germain et Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, qui est aussi un parlementaire socialiste, avec moi à l'Assemblée nationale. Et il s'est trouvé que le bureau national du Parti socialiste, il y a environ maintenant une dizaine de jours ou 15 jours, avait donc ratifié une résolution pour la reconnaissance du Haut-Karabakh. Et ensuite, nous avons eu le vote à l'Assemblée nationale qui suivait le vote du Sénat. Et nous avions programmé dans la foulée ce déplacement pour marquer les socialistes dans cette dynamique, c'est pour ça que je le remettais dans le contexte, pour pouvoir être au plus près sur le terrain suite à cette signature du mois de novembre. Et en fait, dans cette dynamique, nous, d'apporter notre soutien au peuple arménien, eh bien, nous avions souhaité programmer ce déplacement, voilà. Donc, qui était récent, puisque c'était la semaine dernière et que nous sommes rentrés mercredi dernier. Enfin, mardi soir, mais on est arrivé le mercredi matin à Paris. Vous avez rencontré sur place qui est-ce que vous avez rencontré? Alors, sur place, on a rencontré, en fait, on a voulu être dans cette délégation, malgré le fait qu'il y avait des parlementaires. On a souhaité être hors des... on va dire des cercles habituels quand il y a une délégation qui peut être reçue. Donc, bien sûr, nous avons vu l'ambassadeur de France en Arménie, mais nous avons préféré aller sur le terrain, à la rencontre des habitants, à la rencontre des médecins. Donc, nous avons rencontré Lévonne, qui est d'ailleurs un Alfortvillais, qui travaille dans cette dynamique autour des blessés et qui partent opérer. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau à tous les médecins français de la diaspora arménienne qui sont vraiment, qui permettront, y compris certainement à la France, en tout cas de prouver l'utilisation des armes chimiques, puisque du coup, sur place, ils font un travail formidable pour les opérations, bien évidemment pour les blessés, mais aussi pour montrer l'utilisation d'armes qui sont interdites et qui, sur les blessés, ont des conséquences extrêmement graves. Donc, tout le travail qu'ils font sur place, du coup, on a pu échanger avec Lévonne donc qui lui est chirurgien cardiaque, avec une collègue à lui, médecin, qui était venue, qui était dermatologue et qui, elle, faisait tout un travail au travers de la bombe et de l'utilisation du phosphore, de la bombe à phosphore, qui donne des spécificités aux brûlures qu'ont les blessés. Donc voilà, donc des documents qui vont être très bien faits par les médecins français avec les médecins arméniens. Ils les documentent ou pas du tout, ils sont médecins, mais ils vont prouver par la médecine sur le plan scientifique que l'utilisation des armes chimiques a été faite. Phosphore, c'est ça? Oui, mais pas que. Il y en a plein d'autres de bombes qui sont interdites par le droit international. Et les blessures de guerre, en fait, permettent aux médecins, sur le plan médical, de le prouver par leur connaissance à eux, technique, je dirais, auprès des blessés. Voilà. Donc, du coup, on a eu l'occasion d'échanger avec les médecins. C'était très intéressant, puisque du coup, même si c'est très dur, humainement, de discuter sur le plan médical de tout ce que les pauvres blessés, et souvent des jeunes, ont en situation très très grave au niveau des hôpitaux. Et ils sont en nombre très important. Il y aura sur le long terme pour l'Arménie une difficulté majeure et j'espère qu'on saura tous se mobiliser parce qu'il va y avoir beaucoup besoin d'appareillage, parce qu'il y a beaucoup de membres qui ont été arrachés. Il faudra donc, les gens ont pu être amputés et donc ce sont des jeunes et il va falloir que l'Arménie puisse prendre en charge cette jeunesse blessée de guerre et qui aura besoin d'appareillage, de rééducation. Enfin, on sait, en France, si on prend des exemples comme Garches et autres, on a des technicités et on sait aussi le parcours très long des blessés pour revenir parfois à une vie la plus normale possible, mais on sait bien que c'est très compliqué et qu'il faudra beaucoup de temps et beaucoup d'argent.
aussi, puisque tout ça nécessite beaucoup d'argent. Donc voilà, donc on a eu ces échanges-là qui sur le fond et sur la forme étaient très importants. On a pu rencontrer des gens de Stepanakert ou des villages qui étaient revenus à Erevan dans le cadre de la guerre et qui n'étaient pas encore repartis à Stepanakert, avec qui on a pu échanger. Un jeune qui était blessé et qui était blessé au sens où il n'était plus hospitalisé, mais encore quand même très en difficulté, on va dire, par le trauma, mais aussi par ses blessures, mais qui a pu nous expliquer comment la guerre, en fait, pour lui, s'est passée, et que de toute sa compagnie, en fait, ils étaient une dizaine dans le camion, il ne restait que lui, de ses copains vivants. Tout le reste était décédé. Donc, on a eu des vrais échanges, en fait, avec des gens qui ont vécu cette guerre et ces atrocités. On a discuté aussi avec une mère de famille qui était avec son fils. Son fils, lui, souhaitait rentrer à Stepanakert. Elle avait peur, elle ne souhaitait pas. Donc, voilà. Donc, c'était aussi des échanges sur cette réalité terrible, mais qui existe et qu'il faut savoir entendre. Donc, il y a des gens qui souhaitent plutôt rester en Arménie, à Erevan, et surtout des gens qui ont tout perdu. Ils n'ont rien. C'est comme si nous, du jour au lendemain, on se retrouvait dans une ville sans rien. On n'a plus notre travail, on n'a plus nos biens, on n'a pas nos vêtements, on n'a pas de quoi manger, on peut pas travailler puisque on a tout perdu. C'est vraiment, c'était très émouvant en fait de pouvoir prendre le pouls, comme on dit, de ce qui se passe. On a pu aussi discuter avec des personnes qui étaient des environs de Stepanakert et qui, toujours à Erevan, dans les échanges que nous avons eus, et qui étaient en très grande détresse parce que eux, ils avaient tout perdu, leur maison. Parfois, ils étaient à la recherche encore d'un fils ou quelqu'un qui n'est pas encore rentré, dont ils ne savent pas le destin. Ils ne savent pas s'il est décédé, s'il est prisonnier. Donc c'était vraiment très dur en fait. Et ils ont tout perdu sur le plan c'était des agriculteurs qui faisaient du miel et en fait ils ont tout perdu puisque leurs terres sont devenues dorénavant des terres où ils ne retourneront pas puisqu'elles ont été dans l'accord donné à l'Azerbaïdjan. Donc, en fait, ces gens-là, ils doivent reconstruire une vie, mais où ils savent pas. Et puis surtout, nous, on est arrivés en fait quelques semaines juste après ce traité et cette fin de la guerre, et les gens sont complètement abasourdis en fait. Ils ont tout perdu. Et je crois que le peuple arménien, on ne peut que le soutenir, et que la diaspora, mais le monde entier, en fait, si on peut leur apporter notre aide, c'est très important. Vous avez donc allé en Artsakh, à Stepanakert. Après, oui, on est parti d'Erevan vers Stepanakert. La route, en fait, comment ça marche du coup? Alors, la route, il n'y a qu'une seule route de montagne, difficile d'accès, parce qu'en fait, avec la neige, ce ne sont pas des routes comme nous, on a l'habitude de montagne, avec des routes assez larges, des sécurités sur les côtés. Donc là, c'est vraiment pour nous, enfin en tout cas pour moi qui suis un peu peur en voiture, là c'était quand même très inquiétant. C'est une route qui est difficile en fait, qui est longue. C'est 7 heures, vraiment 6 heures, 7 heures, avec quelques petits arrêts. Mais c'est vraiment 6 heures, 7 heures. C'est une route qui est donc de montagne. Il y a énormément de monde sur la route, entre les gens qui rentrent à Stepanakert, et il y a aussi beaucoup de convois des Russes qui partent là-bas et qui sont en chemin pour Stepanakert. Donc les Russes sont très installés maintenant au sens de l'armée, mais il y a encore des convois que nous avons vus, des immenses convois avec des chars, des camions. On voit qu'ils s'installent pour une durée longue, en fait, les Russes. Ça va être une base, pour moi, c'est une base militaire arrière dans le Caucase. Enfin, je le vois comme ça. Je ne suis pas une spécialiste du géopolitique, mais il me semble que c'est en tout cas vers ce sur quoi on va. Et le fameux passage de Lachin, est-ce que cette route, du coup, il est Non, on la prend pas. Vous n'avez pas pris cette route? Non, on prend la seule route qui est... oui, par Lachin. Par Shunik et par Lachin de Yerevan, par le sud. Et c'est passage qui est le seul passage maintenant vers l'Artsakh. C'est le seul qui est autorisé, Cet passage, il y a beaucoup de Russes, c'est sécurisé. Oui, il y a beaucoup de checkpoints. Donc on en a fait 6 à peu près.
Et quand on passe les checkpoints, en fait, les Russes savent que 40 minutes plus tard, à peu près, vous devez être à l'autre checkpoint. En fait, il y a toute une forme de sécurité. Quand ils nous demandaient le cadre de notre déplacement, au guide qui nous accompagnait, en fait, ils ne demandaient pas forcément pour nous la pièce d'identité. On avait une fiche avec tous les noms des personnes dans le petit car. Et ils disaient que dans 40 minutes ou 45 minutes, on devait être à l'autre checkpoint. En fait, c'était ça, c'était plutôt ça. Ça, c'est bien. Donc en tout cas, si quelqu'un disparaît, ils savent que... Voilà, parce que en fait, leur manière de... En tout cas, voilà, je n'ai pas plus d'informations, mais ça, c'était très factuel. Voilà. À chaque fois, ils savaient que dans 1 heure, 2 heures, on devait être à tel checkpoint. D'accord. Donc, d'où le fait de ne pas traîner sur la route. Et en Artsakh, proprement dite, à Stepanakert, quelle était la situation? L'atmosphère, les gens... Voilà. Alors, les gens sont très tristes. Et en même temps, on sent que ça reprend une vie. J'ai été très surprise à mon arrivée parce qu'en fait, quand on arrive à Stepanakert, sur la grande place, pour ceux qui ont déjà été, on se repère vite. Et on se dit, en fait, il n'y a pas eu on voit pas de dégâts. Voilà. Et ça, c'est le premier abord. On voit du monde qui marche dans les rues, qui fait les courses, on voit les enfants. Donc, on est surpris, on ne s'attend pas à ça. Et en fait, c'est ensuite, en allant nous déplacer avec différentes personnes, dont le responsable des droits humains, qu'on a pu voir, en effet, il y a plein d'endroits qui ont été touchés. Mais déjà, donc nous, au moment où on arrive, on est 3 semaines plus tard après le traité. 3 semaines plus tard, tout ce qui avait été cassé par le souffle, c'est-à-dire les vitres, c'est tout réparé. Ils ont vraiment tout réparé. Ils ont fait très très vite pour réparer tout ce qui était les immeubles qui n'avaient pas été abîmés, mais dont les vitres avaient explosé. À l'hôpital, par exemple, de Stepanakert, il n'y a plus que l'allée centrale, qui est une espèce de hall surélevé, où les vitres n'ont pas été remises. Mais sinon, tout est déjà tout refait. Donc, en fait, ils ont été très, très vite. Et là, c'est vraiment admirable et incroyable. Ils ont fait très, très vite sur cette reprise-là. Ce qui fait que, du coup, si on arrive de l'extérieur, on ne voit pas tout de suite qu'il y a eu des traces. Par contre, après, il y a des endroits, et je les ai mis, je fais un petit reportage. C'est pas partout pareil. Non, c'est pas partout pareil. Et même dans Stepanakert, il y a des endroits où les maisons sont complètement explosées, où les traces de bombes à fragmentation ont été importantes. À votre avis, quel est le pourcentage des gens qui ont rentré à Stepanakert? On l'a su par le président. Il y a 40 000 personnes qui sont revenues. À Stepanakert ou globalement? Non. 40 000 personnes à Stepanakert, mais qui correspondent à 40 000 personnes, peut-être 10 000 de Stepanakert et 30 000 qui venaient d'ailleurs, mais qui n'ont plus d'ailleurs. Voilà, c'est ça, la Hadrout, tout ça. Donc la situation à Stepanakert, la situation à Stepanakert est assez très compliquée et c'est même très difficile sur le plan social d'accompagner toutes ces familles, parce que du coup, c'est des gens à qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Erevan, ils ont tout perdu. Alors, du coup, c'est très, très complexe. Revenons à vote au Parlement et à l'Assemblée. Donc, le Parlement français, les 2 chambres ont adopté des résolutions avec lesquelles ils demandent la reconnaissance de la République d'Artsakh du gouvernement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des retours du gouvernement et qu'est-ce que ça peut dans le futur donner, l'évolution de ça? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose de définitif, de concret? Voilà. Alors, je pense que déjà, c'est vraiment une très grande avancée que les 2 parlements aient reconnu par ces PPR, donc ces projets de résolution, la reconnaissance du Artsakh. Après, sur le plan politique et géopolitique, ce que va faire la France, je pense qu'on en a vu un petit peu des échos quand ils étaient au sommet européen avec des échanges autour de sanctions, etc. Mais la France en tant que telle, au stade où on se parle, je vous mentirais si je disais quoi que ce soit. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire. Je pense que comme ils veulent rester dans le groupe de Minsk, ils vont garder pour l'instant cette neutralité. Mais la neutralité face à ce que nous, on a vu,
c'est juste pas possible en fait. Donc je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, et que du coup je vous donne le petit scoop au moment où on fait cette interview, c'est qu'à 15h, il y aura une question, une QAG de Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, sur ces questions-là. Et donc je vous invite à écouter tout à l'heure à 15h à l'Assemblée nationale les questions, parce qu'Olivier Faure va poser une question et le ministre va être obligé de répondre. Donc ça vous donnera une clé de ce qui est possible. Moi, à ce stade, ça va être long. C'est un travail que nous devons faire tous ensemble, en fait. Plus on pousse tous ensemble, plus on a peut-être possibilité de faire bouger les choses. Mais sinon, ce que va faire le gouvernement, je ne le sais pas. Bien sûr. La groupe de Minsk, du coup, les Russes, ils ont pris tout en main. La Turquie essaye de s'insérer dans ce processus de marquer sa présence militaire sur place. Elle essaye de se présenter comme une partie de ce cessez-le-feu qui a été signé entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan. Où est le groupe de Minsk selon vous? Est-ce qu'il a encore son mot à dire ou pas? Je pense que ça dépend en fait de la volonté qu'auront les partenaires au sein du groupe de Minsk. Moi, je n'ai pas... là aussi, je pense que parfois il faut être humble. J'aime bien témoigner, porter des politiques publiques, dire des choses. Sur le groupe de Minsk, si la France et les États-Unis ne se remettent pas à la table de manière forte, ils seront comme quand ils ont fait la signature du traité début novembre, c'est-à-dire ils apprendront par un communiqué de presse que ça s'est fait sans eux. Donc, est-ce que ça, c'est entendable pour la France qui, pendant très longtemps, a su avoir une politique étrangère assez forte? Pareil, les États-Unis, ils étaient dans leurs élections. Maintenant, Biden a gagné. Est-ce que la diplomatie américaine va vouloir s'intéresser à ces questions-là et donc revenir à la table de Minsk? Je pense que tout ça, ça va s'écrire. On est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire. Moi, j'invite évidemment, en tout cas la France, à participer de tout son poids par ses rapports avec l'Arménie et son amitié avec l'Arménie de longue date et de plus... voilà, c'est séculaire depuis très très longtemps. Maintenant, c'est ce que je souhaite. Et j'aimerais bien que... En fait, il ne faudrait pas que les positions que l'on puisse prendre fassent que, par exemple, l'Azerbaïdjan ne souhaite pas que la France siège parce qu'elle aurait pris position sur un soutien à l'Arménie. Je pense qu'il y a le lieu encore de discussion. Justement, vous avez évoqué la question de neutralité parce que le médiateur doit être au moins impartial, parce que parfois on peut pas être neutre. S'il y a un crime, par exemple, on peut dire qu'il faut être impartial. Mais la question, c'est la Turquie, elle fait partie du groupe de Minsk. Et elle a démontré qu'elle n'est pas neutre, parce qu'elle a soutenu, elle a même participé activement. Est-ce que il y aura des sanctions pour que la Turquie sorte de ce groupe de Minsk? Peut-être, je ne sais pas. Ou est-ce que ça va tuer la groupe de Minsk? Mais quand même, c'est des problèmes qui sont très importants. Ça me semble être des problèmes très importants et en même temps, je pense que sur le plan de ce qui est en train de se passer sur ce secteur du Caucase, c'est pour les pays qui sont des pays qui, en général, dans les relations internationales et les politiques étrangères, ont un poids. Je pense qu'il est très important que on regarde ce qui se passe dans cette partie du monde pour voir que peut-être les choses sont en train de changer sur les positionnements avec la Turquie, les Russes. Et du coup, chacun est en train de se positionner sur des choses dont je ne connais pas forcément tout. Mais la visibilité, c'est que je pense que les pays comme la France, les États-Unis, mais même l'Europe, doivent être attentive. Il ne faudrait pas que ces gens-là... nous tous, mais nous ne sommes pas les dirigeants, se réveillent avec quelques surprises. En fait, il se passe des choses en ce moment dans cette partie du monde qui pourraient redessiner des cartes géopolitiques dont je n'ai pas, moi, connaissance, mais on voit bien qu'il se passe des choses et que chacun est en train de se positionner sur certains secteurs qui sont à la frontière d'autres pays. Et que peut-être c'est un petit peu... dangereux. Regarder ça avec attention me paraît être une solution sage. Maintenant, je n'en ai pas plus de capacité à vous dire, mais je pense qu'en effet, la France et l'Europe doivent faire attention à regarder ce qui se passe dans cette partie du monde, pas pour être les gendarmes, on n'a pas à l'être, mais je crois que dans une société, en tout cas dans le monde qu'on souhaite, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, et que l'Arménie ne peut pas être
la partie invisible de ce qui se passe dans cette partie du monde. Justement, je vais poser une question. Peut-être vous donnerez votre point de vue purement personnel à cette question. Nous, les Arméniens, on a la conscience, en tout cas notre histoire, nos relations avec la Turquie pendant les dernières 150 ans, nous ont convaincus que le but final de la Turquie, finalement, c'est quelque part d'achever l'Arménie, quoi. Donc, pour qu'elle n'existe pas du tout. Et on sait bien que l'Arménie, c'est une sorte une mur qui sépare le monde de la Turquie, de la République turque, et celle de l'Asie centrale, qui est un projet pan-turquiste. Il y a des organisations qui réunissent les pays turcophones, et ils comptent même de créer une sorte de OTAN des turcophones. Et sur ce chemin de ce projet géopolitique, l'Arménie, c'est comme un bouchon qui coupe les voies de communication entre la Turquie et l'Asie centrale. Pour nous, pour les Arméniens, c'est une question existentielle parce que du coup, la question c'est de nettoyer l'Arménie pour pouvoir justement établir cette communication. Mais une fois l'Arménie va tomber, ceci va créer un grand problème au niveau mondial parce que du coup, on va avoir un nouveau pacte fondé sur une certaine identité raciale et linguistique qui va englober un total de quelques 100 millions de populations, à peu près 300 millions de turcophones à qui s'ajouteront d'autres éléments qui seront pro-turcs. Et ça va déstabiliser complètement leur continent eurasiatique parce que ça va frapper les intérêts d'Iran, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, et ça va couper les voies de communication entre l'Europe et le continent asiatique, donc la Chine, etc. Quelle doit être la position de l'Europe parce qu'on la voit pas. On voit pas parce que ça frappe aussi les intérêts de l'Europe. L'Europe n'a pas l'intérêt d'avoir un voisin si agressif et imprévisible qui va regrouper autant de populations et qui va couper les voies de communication de l'Europe. Et la question que j'ai, est-ce que ce n'est pas dans les intérêts de l'Arménie et de la France, en tout cas en Europe, en cas de l'Europe, d'établir une collaboration plus conséquente, même si le gouvernement, on sait bien que le gouvernement d'Arménie est dépendant de la Russie, etc., mais quelque part insister et s'insérer, et puis pouvoir renforcer l'Arménie économiquement pour que la population ne parte pas, pour qu'il y ait qui va défendre sur place, et collaboration dans le cadre de armement pour que le pays soit plus modernisé au niveau de son armement afin de pouvoir justement tenir cette mur-là. Oui, en fait, sur cette question qui est longue, qui nécessiterait... On ne peut pas faire une réponse courte. Je crois que les intérêts, en tout cas, de la France, au-delà de l'amitié avec le peuple arménien, c'est bien évidemment de regarder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui se passe dans cette partie du monde avec un regard qui n'est pas que l'Arménie, mais ce qui se passe un peu sur des plaques un peu tectoniques, où des choses sont en train de bouger. Et je crois qu'il est essentiel pour ceux qui sont férus de géopolitique et aussi dans les stratégies futures, d'avoir une très bonne vision géopolitique de ce qui se passe pour être un pays qui sera en capacité de protéger, en tout cas d'accompagner les Arméniens dans le développement, bien sûr, mais aussi face à cette crise qu'ils traversent. Il faut bien, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, en termes de nombre de personnes, c'est faible. Et faire face à ce qu'ils viennent de vivre avec les conséquences économiques que ça va avoir, y compris la prise en charge de toutes ces personnes blessées, on l'évoquait, toutes ces situations, il est bien évident que face au Covid, face à la pandémie mondiale, face à une guerre, face à des traumas sociaux extrêmement forts liés à ce que j'évoquais tout à l'heure. On voit bien de 40 000 personnes qui reviennent et qui vous disent qu'ils frappent à votre porte municipale ou des organisations administratives qui peuvent être au Artsakh ou même en Arménie, à Erevan, des gens qui viennent frapper à la porte pour le champ social parce qu'ils ont tout perdu. Pour des pays, c'est
vraiment très difficile. Donc il faut soutenir évidemment l'Arménie et en même temps regarder la question géopolitique sous une forme de stratégie importante. Il ne faut pas aussi négliger que tout ça, c'est aussi à l'intérieur de stratégies qui sont liées. Il ne faut pas minimiser que la France, comme l'Europe, est dépendante pour son gaz, pour pas mal de choses qui sont liées à ce qui nous fait fonctionner dans les pays européens. Et qu'il y a des histoires aussi qui sont géostratégiques sur les besoins fondamentaux qu'ont les pays en termes de pétrole, de gaz, d'énergie fossile. Et même si on essaye de bouger sur les énergies fossiles et d'être plus sur des choses climatiques et qui vont vers les énergies vertes, pour autant, la France, elle est pour l'instant très dépendante encore de pas mal de pays. Ces pays se trouvent dans cette partie du monde, donc du coup, il faut être vigilant. Je pense que ça relève vraiment de ce que j'appelle les politiques extérieures, politiques étrangères. Il faut des gens qui connaissent bien les situations. Moi, je ne me mettrai pas du tout dans la case de ceux qui maîtrisent tout le sujet. Je n'ai pas cette prétention. Par contre, c'est vrai qu'il est clair qu'il faut des gens assez férus de cette partie de l'histoire pour voir ce qui se passe actuellement et voir les conséquences pour avoir des stratégies intelligente, parce que cette fois-ci, je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'intelligence et ne pas se voiler les yeux. D'où le fait que la neutralité, elle ne me correspond pas vraiment sur ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas rester neutre face à ce qui se passe, y compris quand on peut, à la limite, pour des personnes qui ne voudraient pas regarder ce qui se passe, comme nous, humainement et socialement, eh bien, suite à une guerre, on pourrait au moins le regarder de manière stratégique et politique. Très bien. Je voulais vous remercier pour tout votre travail et l'intérêt que vous portez depuis longtemps à la question arménienne. Et merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, parce que je pense que c'est important qu'on puisse tous échanger ensemble. Et j'espère que j'aurai l'occasion aussi de revenir sur la présentation, peut-être à travers des photos, d'un petit film, de quelque chose... Voilà, je pense que pour les Arméniens, c'est important. On n'est pas très nombreux à avoir été sur place suite à cette situation vraiment dramatique, catastrophique, qui est à Stepanakert. Mais aussi pour les frontières, tout ça, on n'en a pas parlé, mais qui sont mal définies. J'ai visité des petits villages où à 400 mètres, il n'y a aucun tracé, il n'y a rien. Mais par contre, il y a les Azéris. Comment vont pouvoir vivre ces gens qui ont tout perdu, qui n'ont ni le gaz, ni l'électricité, ni l'eau? Et il fait très froid, et à 400 mètres, il y a les Azéris. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Donc, en fait, il y a vraiment des choses à faire. Et je crois que si je peux être utile, en tout cas, j'essaierai d'être une parole utile. Très bien. Est-ce que vous comptez de partir de nouveau dans les futurs proches? Y a-t-il des projets ou pas encore? Alors, moi, me concernant, il est fort possible que je ne puisse pas partir. Il y a une délégation parlementaire du groupe d'amitié France-Arménie de l'Assemblée nationale qui part début janvier pour le Noël arménien. D'accord. Par contre, c'est très proche début janvier. Et comme moi, je viens d'y aller et que début janvier, j'ai des obligations personnelles. Donc en fait, il est possible que je ne puisse pas moi y aller, mais je vais essayer bien sûr de regarder qui va pouvoir y aller à ma place. Mais sinon, à ma place, parce qu'il y a d'autres personnes qui siègent dans le groupe d'amitié, bien évidemment. Et puis surtout, donc là, je peux vous le dire, donc en effet, il y aura une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale. Et puis, moi, j'essaierai d'y retourner particulièrement avec mon maire, c'est-à-dire Luc Carmounas. Je pense qu'on aura l'occasion dans l'année, dès que les conditions peut-être seront plus simples, y compris pour le Covid. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'on y aille avec Luc Carmounas et la ville de la Floride. Très bien. Merci. Merci.